Alors les conditions, bon, on n'y était pas, mais on a vu ce que les anciens ont raconté. C'était des conditions identiques à celles des anciens esclaves, parce qu'ils ont été logés dans les cases à esclaves. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont venus avec des graines, des semences, et comme ils mangent des choses très légères, beaucoup de feuillage, beaucoup de choses comme ça, ils ont pu cultiver pour pouvoir se nourrir. Mais les conditions étaient les mêmes, notamment les conditions de travail. Alors, je disais donc sur les 43 000 Indiens qui sont arrivés pendant la période, 30 400 sont morts dans les champs de canne. Ils sont morts de mauvais traitements, ils sont morts de maladies, ils sont morts de mauvaises conditions d'hygiène, ils sont morts de mauvaise alimentation. Ils avaient en moyenne 23 ans. Quand on prend le temps de regarder des extraits de décès dans les registres décès et aux archives départementales ou en France, eh bien, on voit qu'ils avaient en moyenne 23 ans. Quand on trouvait un Indien qui avait 30 ans qui était décédé, c'était déjà un vieillard. La Guadeloupe est une terre multiculturelle. Il y a des Noirs, des Blancs et surtout des Indiens. Aujourd'hui, nous sommes à l'esplanade du Memorial Act pour la célébration des 171 ans d'arrivée de ces travailleurs originaires de l'Inde qui se sont implantés dans l'économie locale et dans cette culture guadeloupéenne. Coup d'œil. Indo-guadeloupéen, Guadeloupéen d'origine indienne. Indiens là. Autant d'appellations pour désigner les descendants des engagés de l'Inde arrivés le 24 décembre 1854 sur cette terre de Guadeloupe. « 171 ans après, ils font partie intégrante de l'histoire, la culture, l'économie et la société guadeloupéenne. Retour en images sur cette commémoration annuelle. Le comité du premier jour, ce sont des gens, ce sont des personnes, généralement d'origine indienne, qui depuis 2005, après qu'on a posé le monument du premier jour à la DARS, se sont mobilisés année après année pour faire vivre cette manifestation. Ensuite, ils se sont organisés depuis 3 ans en association déclarée, voilà, et nous avons œuvré pour faire déplacer ce monument, pour l'enlever à la DARS, un endroit insalubre, un endroit indigne, pour pouvoir l'emmener ici même, à l'endroit où seraient arrivés les premiers engagés indiens. D'abord, nous sommes effectivement, l'espace s'appelle aujourd'hui Esplanade du premier jour. Donc, ce lieu-là a été choisi, préféré effectivement à l'emplacement de la DARS, parce qu'il est propre, etc. Il est dans la continuité du MAC, qui est un lieu de mémoire. Et puis, historiquement, c'est dans cette zone-là que les premiers Indiens sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés, le dépôt des Indiens était dans l'enceinte de l'ancienne usine d'Arboussier.
C'est important de marquer des points dans l'histoire. Il faut des repères. Quand vous passez dans un pays, la première chose que vous faites, vous visitez les musées, vous visitez les monuments, et ça vous donne une idée de la philosophie de ce pays. Donc, c'est important pour nous d'avoir fait ériger ce monument du premier jour, voilà, et c'est important pour nous de l'avoir placé ici, à côté du MAC. À côté du MAC qui représente la traite de l'esclavage, à côté de la mer où sont arrivés les premiers Indiens. Voilà, donc c'est important pour nous de commémorer chaque année. Mais nous n'allons pas nous contenter simplement de commémorer le 24 décembre ici. Nous avons un espace que nous allons faire vivre tout au long de l'année. C'est symbolique, oui, absolument. Et nous avons réussi effectivement avec les autorités, le conseil départemental de la ville de Pointe-à-Pitre, avec le MAC, parce que le terrain appartient à la ville de Pointe-à-Pitre, mais nous sommes dans la proximité, pour qu'il y ait effectivement, il ne peut pas y avoir une mémoire des descendants d'Africains, donc de ceux qui ont été réduits en esclavage, et une mémoire différente, celle des Indiens, etc. Il s'agit de mémoire au pluriel guadeloupéenne, et c'est ce que nous cherchons à faire ensemble avec les autorités, mais avec la population, pour que nous puissions, que nos moments de mémoire puissent nous aider effectivement à bâtir, à construire un pays qu'on appelle la Guadeloupe et qui est le nôtre. C'est celui-là qu'on doit effectivement développer. C'est celui-là sur lequel nous devons faire des efforts tous ensemble pour que nous puissions rayonner aux yeux du monde. Il y a l'espace de Petit Canal, mais il y a cet espace aussi, cet espace que nous allons appeler l'esplanade du premier jour. C'est très simple. La canne, en tant que produit économique, nécessite de la main-d'œuvre gratuite. Il faut que l'usinier, en fait, l'opérateur final puisse gagner de l'argent. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre gratuite. Donc, ils ont cherché à trouver comment réduire. Et l'esclavage, la mise en esclavage des Africains rentre dans ce cadre-là. Il y a un auteur français qui s'appelle Claude Meilhassou, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Anthologie de l'esclavage. Il dit qu'on ne met pas en esclavage quelqu'un de sa communauté. On va chercher quelqu'un au loin, quelqu'un qui ne parle pas comme vous, qui ne vous ressemble pas, etc., etc. Quelqu'un que vous allez pouvoir manipuler et qui va pouvoir répondre à et faire vos basses besognes. C'est pour ça que les Africains ont été déportés au nom de la canne. Ensuite, comme il fallait toujours de la main-d'œuvre gratuite pour que certains gagnent de l'argent, eh bien, ils ont fait venir des Madériens, ils ont fait venir des Chinois, ils ont fait venir des Amanites, l'enceinte des Vietnamiens, ils ont fait venir un tas de gens, effectivement, jusqu'à ce qu'ils arrivent donc aux Indiens, parce que les Britanniques avaient déjà testé dans leur colonie l'apport indien, parce que la Grande-Bretagne occupait une grande partie, très grande partie de l'Inde, hein, en dehors de quelques petits royaumes du nord de l'Inde, mais toute l'Inde était soumise avec quelques comptoirs français, effectivement, par-ci, par-là, notamment dans le sud. Donc, les Français ont suivi l'exemple des Britanniques en recrutant des personnes dans leur comptoir. Et en réalité, le plus grand comptoir, c'était celui de Pondichéry, le sud de l'Inde, sur la côte, effectivement, du golfe du Bengale.
il y avait effectivement le contrôle de Pondichéry faisait à peine 1 km². Donc très très rapidement, il fallait qu'ils aillent trouver. Ils ont commencé à prélever des sujets de laine britannique. Ce qui fait que la France a été obligée de signer à un moment donné, en 1861, une convention avec la Grande-Bretagne qui les autorisait à prélever des sujets. Et donc quand les Indiens sont arrivés ici, c'était des sujets de la reine Victoria. Et donc, il n'avait pas de, comment dire, il n'avait pas de droit. Il n'avait pas de, non, tous les papiers ont été détruits, les fiches les présentant, les fiches individuelles, etc., etc. Donc, détruits, je pense, volontairement par les autorités pour forcer les Indiens à rester ici. Et ensuite, pour qu'ils deviennent des citoyens, qu'ils soient respectés, qu'ils aient des droits, mais également des devoirs, il a fallu le combat d'Henri Sidant Barome. Et c'est comme ça qu'Henri Sidant Barome est arrivé effectivement à se battre en faveur des droits civiques. Il ne s'est pas battu pour la nationalité française. Il a dit que ces gens-là doivent avoir des droits, que leurs enfants puissent aller à l'école. La nationalité est une conséquence effectivement de la lutte menée par Henri Sidant Barome. L'esplanade du premier jour, il y a un monument dessus. Le monument qu'il y a dessus, c'est le monument qui appartient au comité du premier jour. Il a été déplacé, rénové et installé ici par le conseil départemental. Il a été majestueusement, c'est un véritable bijou. Le sol, l'organisation du sol, le revêtement sera assuré par le département. Et le département va assurer, ça fera une esplanade qui ira du bord de la route jusqu'à la mer, juste en face, avec un escalier qui permettra aux gens de faire leur offrande. Vous avez vu comment ça s'est passé pour l'offrande. C'était très dangereux. On remercie le ciel, on remercie les divinités, on n'a pas eu d'accident. Mais on va essayer de faire les choses convenablement, en toute sécurité l'an prochain. Et le conseil départemental nous l'a promis, pas le conseil départemental, le conseil régional nous l'a promis en la personne de M. Nelson. Je pense que ça sera fait. Dans peu de temps, tout le sol de l'esplanade, peut-être d'ici le mois de mars, sera achevé. Et on va commencer à faire l'escalier. Et après, au cours de l'année, nous allons faire une magnifique fête de manière à célébrer l'esplanade. Et nous allons associer cette inauguration de l'esplanade à l'arrivée d'un bateau.
Parce que vous savez, il y a eu 93 bateaux qui seraient arrivés au cours de l'année. Il y aura toujours un qu'on va trouver pour faire correspondre au jour où nous voulons inaugurer l'esplanade. Alors les conditions, bon, on n'y était pas, mais on a vu ce que les anciens ont raconté. C'était des conditions identiques à celles des anciens esclaves, parce qu'ils ont été logés dans les cases à esclaves. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont venus avec des graines, des semences, et comme ils mangent des choses très légères, beaucoup de feuillage, beaucoup de choses comme ça, ils ont pu cultiver pour pouvoir se nourrir. Mais les conditions étaient les mêmes, notamment les conditions de travail. Alors, je disais donc que sur les 43 000 Indiens qui sont arrivés pendant la période, 30 400 sont morts dans les champs de canne. Ils sont morts de mauvais traitements, ils sont morts de maladies, ils sont morts de mauvaises conditions d'hygiène, ils sont morts de mauvaise alimentation. Ils avaient en moyenne 23 ans. Quand on prend le temps de regarder des extraits de décès dans les registres décès et aux archives départementales ou en France, eh bien, on voit qu'ils avaient en moyenne 23 ans. Quand on trouvait un Indien qui avait 30 ans qui était décédé, c'était déjà un vieillard. Vous savez, il n'y a que les Indiens qui disent qu'ils sont Guadeloupéens. Puisque quand les gens parlent de vous, ils disent les Guadeloupéens et les Indiens. Voyez-vous, ça veut dire que restant ces Guadeloupéens, vous, ces Indiens. Ou bien, on peut dire les Guadeloupéens d'origine indienne. Mais you, les autres, c'est des Guadeloupéens. Et moi, quand je dis, il faut nous arrêter avec ça. Il faut nous arrêter, il faut nous parler bien. Nous pouvons parler des faits peuple. Nous pouvons parler des faits de vivre ensemble dans notre territoire. Alors, commencez par, là, on va parler des moins, des 10 Guadeloupéens. Et en fait, c'est certain, quand vous me voyez, on n'est pas obligé de dire quand d'origine indienne, vous pouvez voir ça. Quand vous m'entendez parler, même si vous pas vrai moi, mon cas t'en timbre à voir moi, vous savez d'origine indienne. Et si vous fréquentez moi, vous écoutez 100 qu'a dit, vous écoutez philosophie à moi, gens qui vrai la vie, ou qui comprennent qu'on est un rapport spirituel et que c'est sa famille en nous venir, c'est ça qu'ils transmettent nous. Et en radio notre bitin, comme ils viennent avant un contrat de travail, non seulement ils transmettent nous dignité, courage, force, mais ils transmettent nous aussi des valeurs de travail, puisqu'ils viennent ici pour travailler suivant le contrat. Alors, dans tous les pays où les Indiens sont allés, donc ils ont la même démarche. Ils arrivent, ils respectent les règles de fonctionnement du pays. Ils s'impliquent dans le pays et donc pour tout le reste, ce qui concerne leur sphère privée, ils font ça à la maison. Donc leur boulot consiste effectivement à leur orientation, leur stratégie, c'est travailler pour survivre. Quel que soit, il n'y a pas de petit métier pour un descendant, un Indien à l'époque, mais pour un descendant d'Indien, l'essentiel c'est de pouvoir faire grandir sa famille, subvenir aux besoins de sa famille. Il ne compte pas sur les aides publiques, sur les aides de l'État ou d'ailleurs, ou de la CAF. S'il y en a, il va les prendre, comme les allocations familiales, etc. Mais d'abord, il va chercher à s'assumer. Donc, produire. Le premier métier donc, des descendants indiens, c'est l'agriculture. Même les grandes entreprises qu'on va trouver aujourd'hui dans le BTP, certains d'entre eux sont d'abord agriculteurs.
Donc, ils occupent effectivement différentes fonctions. Donc, les Indiens, alors beaucoup d'universitaires ont dit qu'ils se sont intégrés à la Guadeloupe. Non, non. Ils se sont intégrés dans l'habitation avec les anciens esclaves. Là, il y a une intégration. Mais à l'époque, ils ne peuvent pas s'intégrer dans quelque chose qui n'existe pas. La société guadeloupéenne n'existe pas telle que nous la percevons aujourd'hui. On est en 1854, on sort à peine de 5-6 ans depuis l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition. On a d'un côté les grands blancs, on a les petits blancs, on a les mulâtres, on a les nouveaux libres, on a les Congos, les quelques Madériens, etc. et les Indiens. Donc, c'est une société en devenir, une société qui est en train de se construire. Donc, les Indiens ont participé à la construction de la Guadeloupe. Et c'est ce que nous cherchons à dire. Non pas faire un événement, un buzz pour dire oui, nous sommes, etc. Non, nous avons contribué. D'abord par le sacrifice du sang, parce que j'ai dit 71% de ceux qui sont arrivés sont morts, mais parce qu'ils ont aidé à construire, à poser chaque pierre de la construction de la Guadeloupe, et ça continue encore aujourd'hui.
Thank you.